Voilà. Alors, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire parce qu'il est pile 18 heures. Donc, comme je vous le disais, je me présente, je m'appelle Axel, je serai la modératrice de ce webinaire. Donc, je vais laisser dans un premier temps la parole à Olivier Mousson, qui est le président de la Société d'encouragement, un des deux partenaires cette rencontre Jeudi Science. Et je vais lui passer la main pour qu'il nous présente un petit peu la Société d'encouragement et ce cycle Jeudi Science. Merci Axel, j'espère que vous m'entendez bien. Il faut qu'Axel coupe, c'est bon. Donc, je suis ravi de vous accueillir en tant que président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Nous avons un partenariat, et c'est un peu une marque de fabrique de la Société d'encouragement, avec Humansys, l'idée étant d'être un lieu de l'innovation à l'hôtel de l'industrie, et ça depuis plus de 200, presque 220 ans. Et nous en sommes, je crois, à la cinquième édition, normalement qui est mensuelle. On a été obligé d'interrompre à cause de la crise sanitaire. On s'est dit que c'était important de faire quelque chose avant les vacances. On espère, bien sûr, et on a 4-5 réunions physiques à ce encouragement qui sont prévues à la rentrée, mais il nous semblait important de maintenir le lien avec vous et avec Humansys. Alors, le thème qui a été choisi, et je laisserai Humansys et présenter le conférencier, et sur Mars. Et c'est vrai que c'est l'année, ça a été pour nous l'année de l'espace, avec le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Et nous avions cette année beaucoup de conférences sur le thème de l'espace, en particulier une exposition pendant la journée du patrimoine qui s'appelait le Montgolfier à la planète Mars. Parce que Montgolfier était fondateur en 1801 de la Société d'encouragement, et on a accompagné pendant plus de 200 ans, donc entre la Montgolfière et Mars, il s'est passé quand même pas mal de choses, et je trouve que le sujet est particulièrement d'actualité à un moment où on met en question l'aéronautique, et on peut se poser peut-être la question de l'aérospace au-delà de l'aéronautique. Et avec le partenaire des 3AF, l'association aéronautique et aérospatiale de France, nous avons monté pas mal de réunions sur le sujet. Donc, je passe la parole à Olivia, je pense, sous le contrôle d'Axel, pour qu'elle vous présente notre intervenant. Et je vous remercie encore de votre présence. Je vous rappelle que donc, depuis quelques semaines, on organise pas mal de webinaires. Je pense qu'on sera amené de plus en plus à en organiser. On en a un demain toute la journée, et en particulier à partir de 16 heures. Vous pouvez aller voir sur le site internet de la Société d'encouragement industrie nationale.fr sur la relance verte et sur la renaissance industrielle par la relance verte, pour ceux que ça intéresse. Et puis, on a d'autres webinaires qui seront organisés dans le courant du mois de juin. Très belle soirée à vous. Merci encore à notre intervenant, et merci à vous tous. Voilà, merci beaucoup Olivier. Effectivement, nos rendez-vous Jeudi Science avant étaient en physique, mais avec la situation particulière, maintenant nous avons mis les webinaires en place. Je laisse la parole à Olivia, effectivement, qui va nous parler un petit peu de notre partenaire et donc de la maison Humansys. Olivia, je te laisse la parole. Merci Axel, merci Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà, enfin quelques mots, le groupe Humansys, donc c'est un groupe d'édition et de presse qui comprend 11 maisons d'édition
qui sont axés sur les sciences humaines, les sciences, essais, documentaires et éducation. Et nous avons donc lancé avec la SAIN ce cycle Jeudi Science. Donc chaque premier jeudi du mois, en soirée, un auteur donc d'une des maisons du groupe Human6 vient à la rencontre de son public. Donc ce soir, c'est une rencontre un peu virtuelle, enfin numérique en tous les cas. Mais sinon, ça se passe physiquement, effectivement, dans les locaux, dans ce bel immeuble de la Saint. Et donc, à chaque fois, il y a un thème, évidemment, qui est lié à la science ou à l'innovation. Et donc, ce soir, nous avons la chance de recevoir André Braque. André Braque est exobiologiste. Alors, en plus, effectivement, ce que Guy Mousson a particulièrement bien soulevé, c'est que Mars est d'actualité. C'est de nouveau, c'est Objectif Mars. Et en plus, en cette période de post-confinement, André Braque va nous emmener très loin, à nous faire voyager très loin, donc sur Mars, et à la recherche de vie extraterrestre. Et comme pour chaque jeudi science, la soirée est animée par Antoine Boussin, donc, à qui je vais laisser la parole. Je voulais juste terminer en vous disant, évidemment, de ne pas hésiter après cet échange qui va durer à peu près 45 minutes, de poser des questions. Donc, voilà, de taper vos questions qui seront ensuite lues et qui permettront un échange avec André Braque. Et aussi, évidemment, de vous procurer le livre d'André Braque dans toutes les bonnes librairies ou en ligne. Donc, Mars, notre passé et notre avenir, que vous voyez s'afficher sur votre écran, et donc qui est paru aux éditions Humaine Science. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Merci beaucoup, Olivia. Je laisse maintenant la main à André Braque et Antoine Boussin qui vont nous faire découvrir ce livre et de manière plus large, Mars et ses mystères. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à vous. Olivia, je suis d'autant plus ravi de vous dire à chaque fois que j'ai le plaisir d'animer une rencontre avec un spécialiste, moi qui ne suis pas un spécialiste, une qualité littéraire de pédagogie, on pourrait dire de vulgarisation, m'amène à me passionner pour ce que vous avez publié. Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup de dire ça en préambule, mais je dois vraiment vous dire que pour le premier livre que vous avez publié sur les champignons, c'était il y a un an, un peu plus d'un an, jusqu'à aujourd'hui, Mars, notre passé, notre avenir, votre production me passionne. Alors, André Braque, j'aimerais quand même vous poser une question, ou plutôt citer, même si ce n'est pas dans votre livre. En 1950, Ray Bradbury, qui écrivait dans les chroniques martiennes que les habitants de la planète Mars avaient la peau cuivrée et les yeux d'or fondu. Et vous nous dites aujourd'hui que l'actualité martienne revient au premier plan, puisque cet été, il va y avoir des expositions, des robots vont atteindre, alors dans 9 mois, et ça va être compliqué, mais votre livre, il est passionnant parce que on n'est plus dans la science-fiction, et vous dites, vous, avec votre passion, si nous descendions tous de Mars, un scénario en apparence digne de la science-fiction, et pourtant pris au sérieux par les scientifiques, dont vous, André Braque. Je voulais dire ça au départ parce qu'on est aussi, c'est la 4e planète du système solaire, qui nous fait fantasmer, qui nous fait gamberger depuis des centaines d'années. Alors, vous, André Braque, d'où venez-vous? Vous citez au début de votre livre, vous aimez beaucoup la littérature, vous citez une phrase d'André Gide, mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduise à la vie, et il en est peu qui les trouvent. Alors vous, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, André Braque, mais c'est votre passion de retrouver la vie, justement, puisque vous êtes exobiologiste. Expliquez-moi, astrobiologiste, pardon, après des études de chimie, un doctorat d'État en sciences physiques, membre de plusieurs scientifiques que je ne vais pas nommer. Vous avez écrit presque 200 articles dans des revues internationales et des articles de vulgarisation, 8 livres depuis 1991, et aujourd'hui, on vous accueille 150 pages qu'on dévore avec un glossaire à la fin du livre, 15 pages, qui nous permet d'être encore plus érudits.
D'où vient cette passion de la vie? Oh, j'aime la vie et je suis très curieux. J'ai toujours été curieux. Donc, depuis mon plus jeune âge, je souhaitais comprendre. Donc, animé de cette curiosité, et lorsque j'étais au collège, le professeur, il y a fort longtemps, est entré dans la salle de cours en disant, écoutez, ce matin est un jour remarquable, mémorable, historique, puisqu'un jeune Américain réussit à faire des briques du vivant en partant d'un mélange de gaz. Et donc, l'adolescent que j'étais à l'époque s'est dit, à partir des briques, on doit pouvoir faire des murs, peut-être des maisons, peut-être des lotissements. Donc, j'ai toujours eu ce souci d'essayer de comprendre comment a pu apparaître la vie dans les océans terrestres. Alors, premier chapitre du livre, je vais vous citer, je vais lire quelques lignes si vous le permettez, André Braque. Alors, tous martiens, nos connaissances actuelles montrent que c'est possible, mais possible ne veut pas dire certain. Ce transfert de la vie d'une planète à l'autre a-t-il vraiment eu lieu? Quoi qu'il en soit, cette hypothèse ouvre d'autres questions d'ordre métaphysique. Si nous détectons un jour des traces de vie sur Mars, aurons-nous trouvé nos lointaines racines? Ou s'agira-t-il plutôt des traces d'une seconde genèse de la vie, ailleurs dans l'univers? Cet aiguillon alimente sans doute la passion de notre espèce pour Mars et justifie aux yeux du scientifique que je suis les missions vers la planète rouge. Expliquez-moi ça. Pourquoi cet aiguillon alimente sans doute la passion de notre espèce pour Mars? Oh, la question des origines a toujours hanté l'espèce humaine et donc se demander si Mars est une planète plus petite que la Terre, donc son diamètre est la moitié du diamètre terrestre, sa masse est le 10e de la masse terrestre, donc Mars est une planète qui s'est refroidie plus vite, plus tôt que la Terre, donc a été habitable plus tôt que la Terre. Donc, si la vie a pu apparaître sur Mars, est-ce qu'elle a pu être transportée par des météorites, puisqu'on a plus de 70 météorites maintenant qui viennent de Mars, et donc la question qui se pose tout naturellement est de savoir si une de ces météorites n'aurait pas pu transporter une bactérie martienne jusqu'à la Terre et ensemencer la Terre. Alors, le schéma pour ce voyage, il faut que la météorite et la bactérie remplissent 3 conditions qui sont indiquées sur l'image que j'ai préparée, que vous pouvez peut-être passer. Il y a d'abord l'expulsion, l'évacuation de la planète mère de Mars. Donc, il faut imaginer un impact qui heurte la planète, qui expulse donc avec de très fortes accélérations. Et des chercheurs ont exposé des bactéries dormantes sous forme de spores à de grosses accélérations. Elles résistent. Ensuite, il y a le voyage spatial. D'autres collègues, les Allemands en particulier, exposent des bactéries sur la station internationale, en orbite basse dans l'espace, et elles supportent assez bien le voyage. Et enfin, il y a l'arrivée sur Terre, et l'arrivée sur Terre se fait aussi bien puisque d'autres chercheurs ont exposé ces bactéries à des chocs en mettant par exemple des bactéries dans des balles de fusil, en tirant dans les sacs de sable, et la bactérie réside. Donc le voyage est possible, mais rien ne prouve qu'il a vraiment eu lieu. Donc, si Alors, André Braque, je vous coupe la parole parce que j'aimerais, avant qu'on regarde les projections que vous avez choisies, que c'est amusant le début du livre sur la définition de l'exobiologie. Parce que vous parlez même d'une correspondance entre Épicure et Hérodote, et ce mot récent date de 1960. Alors, pour nos auditeurs ou ceux qui regardent notre entretien, donnez-moi une définition de l'exobiologie. Alors, l'exobiologie, c'est la discipline qui s'intéresse. Bon, le but ultime, c'est quand même de trouver la première vie extraterrestre. Mais pour trouver la vie extraterrestre, il faut définir l'objet des recherches. Donc, et pour définir l'objet de recherche, nous prenons la vie terrestre comme référence. Donc, l'exobiologie comporte deux volets. D'une part, la recherche de vie extraterrestre
et bien sûr aussi les études sur l'origine de la vie terrestre qui est prise comme référence. Donc, le mot a été inventé dans les années 70, au début de l'exploration spatiale, mais nous étions en pleine guerre froide. Donc, exobiologie, a priori, exclut la Terre, la vie terrestre, puisque exo veut dire à l'extérieur d'eux. Oui. Et le terme le plus approprié eût été cosmobiologie, mais cosmo sonnait russe, puisque les Russes parlent de cosmodrome, de cosmonautes, donc au pire de la guerre froide, il était impensable pour des Américains d'intituler une recherche cosmobiologie, et donc ils ont pris exobiologie que finalement on a transformé en astrobiologie, qui n'est guère mieux, puisque astro veut dire de la vie dans les étoiles. On sait qu'il n'y a pas de vie possible dans les étoiles. Mais néanmoins, donc exobiologie et astrobiologie consistent à rechercher la vie extraterrestre en prenant la vie terrestre comme référence. Merci. Merci de cette précision. Alors, vous vouliez qu'on parle de la première projection que vous avez choisie, je crois. Est-ce qu'on peut nous la diffuser? La voilà. Voilà. Donc, c'est juste pour résumer le fait qu'il y a 3 étapes importantes: l'expulsion de la planète mère de Mars, le voyage dans l'espace et ensuite l'arrivée sur Terre, et que ces 3 étapes ont été testées expérimentalement, et les 3 étapes sont possibles. Mais rien ne prouve que ces 3 étapes, que la panspermie, donc le transfert interplanétaire de bactéries, et en particulier de bactéries martiennes, ait eu lieu il y a environ 4 milliards d'années. Très bien. Dans votre livre, j'aime beaucoup cette formule. Vous dites que Mars est la candidate idéale qui possède un couple de l'eau et des molécules carbonées. Pourquoi la candidate idéale? Oui, parce que la chimie, c'est comme une recette de cuisine. Donc, si vous répétez la recette, si vous suivez la recette avec minutie, rigoureusement, vous êtes sûr de réussir votre recette. Donc, si sur Mars, il y avait les conditions qui ont permis le démarrage de la vie sur Terre, à savoir de l'eau à l'état liquide, des océans et de la chimie du carbone, il y a de fortes chances pour que la vie ait pu apparaître également sur Mars, simplement en raison du caractère reproductible de la chimie. Donc pour nous, c'est vraiment le lieu idéal, à condition que nous soyons capables de déterminer si Mars avait vraiment de l'eau et de la chimie du carbone. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième projection sur l'eau martienne, non? Oui. Alors actuellement, ce qui est absolument attesté maintenant, c'est que Mars a connu de grandes quantités d'eau dans sa jeunesse. Il y a, elle est formidable, cette photo. il a des lits de rivières asséchés, et on pense même que tout l'hémisphère nord était quasiment couvert par un énorme océan. Et c'est une raison pour laquelle, donc ça c'est maintenant un fait avéré, il y avait de l'eau à la surface de Mars. Pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait une atmosphère, puisqu'il faut un couvercle pour maintenir l'eau à l'état liquide à la surface de Mars. Et Alors, quel était le climat de Mars? Le climat était plus tempéré qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait une atmosphère, puisqu'il y avait de l'eau à l'état liquide, donc il y avait une température qui était au-dessus de 0 degré en moyenne. Et donc actuellement, ce qui n'est pas le cas, la température dépasse 0 degré à quelques rares occasions à l'équateur, mais en général, la température est négative. Mais jadis, puisqu'il y avait de l'eau, donc la température était clémente, et elle était rendue clémente par la présence d'une atmosphère qui contenait des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut le dater, ça, le moment où l'eau est arrivée sur Mars? On pense que l'eau a disparu il y a 3,8 milliards d'années, donc il y a très longtemps. Oui. Donc, alors, si vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce que l'eau a disparu, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué. Le bombardement de Mars qui a éjecté une partie de l'atmosphère aussi. Les gaz à effet de serre ont fini par être piégés
au fond des océans martiens. Et comme il n'y a pas de tectonique de plaques pour recycler ces sédiments et réinjecter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère s'est progressivement appauvrie en gaz à effet de serre et la température a chuté. Il y a aussi un troisième facteur qui intervient, c'est le vent solaire, puisque Mars n'a pas de champ magnétique permanent, donc il n'a pas de magnétosphère qui, sur Terre, par exemple, protège du vent solaire. Et le vent solaire est maintenant, on sait que le vent solaire a participé à l'érosion d'une partie de l'atmosphère de martienne. D'accord. Donc l'autre, alors, mais on peut peut-être passer à la prochaine projection parce que plusieurs missions dans lesquelles vous avez participé ont voulu percer le mystère de l'origine du carbone. C'est l'autre partie du coup. Pardon. Donc, il est clair que pour retrouver les conditions de l'apparition de la vie sur Terre, il faut qu'il y ait de l'eau à l'état liquide et il y ait de la chimie du carbone. Donc, pour l'instant, les résultats les plus intéressants ont été fournis par la sonde américaine Curiosity, qui est toujours en action actuellement et qui a trouvé des molécules à base de carbone pas encore très intéressantes parce elle n'a pas encore trouvé des briques du vivant terrestre, donc des molécules qui soient capables de générer rapidement une vie martienne. Les missions précédentes, comme les premières missions Viking, n'ont rien trouvé, mais les premières missions se sont contentées de gratter la surface, et on sait que la surface est inhospitalière pour la chimie du carbone, car le Soleil en particulier, le flux solaire brûle et le sol est oxydé, donc il est un peu probable de trouver des molécules à base de carbone à la surface. Il faut creuser. Et c'est ce que fait un petit peu Curiosity, ce que fera un peu plus la mission suivante qui va partir. Curiosity, c'est le rover qu'on voit sur la photo? Absolument, qui pèse 900 kilos. 900 kilos, le poids d'une petite voiture française. Ah oui. Énorme, magnifique, superbe. En quelle année c'était ça? Il y a 4-5 ans. Attendez, là, vous me posez une question. Le confinement a un petit peu ramolli mes neurones. Hein, donc, écoutez, les auditeurs peuvent se référer à votre livre. Hein, c'est dans le livre. Absolument. Je voulais un peu vous piéger, là, c'est tout. Absolument, oui, absolument. Alors, ce fameux carbone, vous dites un peu plus loin dans votre livre que la surface de Mars ne permet plus la vie, et pourtant, et c'est passionnant ça dans votre livre, on a retrouvé des lichens. Oui, soi-disant des lichens. Ça, c'est très contesté. Il n'y a pas de preuve attestée de la présence des lichens à la surface de Mars. Ça fait partie des fantasmes qui encore revient régulièrement. Il y a des changements de couleur à la surface de Mars que certains ont interprétés comme des variations de lichen en fonction des saisons. Actuellement, on n'a aucune preuve sérieuse de la présence de lichen. Non, mais c'est vous qui parlez, André Braque, de microfossiles vieux de plus de 3 milliards d'années, présents sous la forme de filaments. Ça, c'est sur Terre, pas sur Mars. Oui, d'accord. Mais sur Mars, c'est vous qui écrivez ça dans le livre, il y a des micro-lichens quand même. Non. Non. Je vous recommande vivement. On n'est pas sûr du tout. Pardon, non, les lichens ont été présentés comme possibles sur la surface de Mars, mais on n'a aucune preuve. Par contre, des microfossiles dont je parle, c'est dans les 3 milliards de la Terre. Il y a une autre notion qui est intéressante et j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez. C'est ce que vous appelez la chiralité, voire même, comme vous nous écrivez que dans toute la vie, tout est asymétrique, de l'homochiralité. Est-ce que vous pouvez développer ça, s'il vous plaît? Oui, alors la vie terrestre, une de ses caractéristiques, c'est le fait qu'elle ne respecte pas le principe de symétrie. Donc, au niveau de la morphologie, nous avons des mains droites, des mains gauches, mais cette dissymétrie se retrouve aussi au niveau moléculaire. C'est-à-dire que les acides aminés qui constituent nos protéines, il existe sous deux formes, une forme gauche, une forme droite, et la vie terrestre n'utilise que la forme gauche. Et on considère que c'est une condition absolument nécessaire pour que la vie puisse se développer. Donc, cette recherche d'homochiralité est
une des biosignatures que l'on recherche aussi sur Mars. Si on a la chance de trouver des petits morceaux de protéines ou de quelque chose qui ressemble à des protéines, et si ce petit morceau provient d'un système vivant, il doit être obligatoirement soit tout gauche, soit tout droit. Peut-être qu'on peut diffuser la prochaine projection. Voilà, cette fameuse photo là qui invite au voyage. Hein. Ça, vous appelez ça Mars, terre d'asile avec un point d'interrogation. Oui, Ça invite au voyage. Vous allez même jusqu'à nous donner envie d'y aller en randonnée. absolument. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, alors, c'est tout à fait l'actualité puisque Elon Musk a encore redit récemment à propos du succès de l'envoi de la fusée SpaceX Dragon vers la station internationale que son prochain objectif, c'est clairement d'envoyer des hommes sur Mars. Alors là, le chercheur que je suis est plus qu'inquiet parce que la surface de Mars actuellement est inhabitable. Donc, il faut la rendre habitable en recréant une atmosphère. Mars a perdu son atmosphère, c'est une des raisons pour lesquelles l'eau a disparu à la surface, comme déjà mentionné. Et donc, pour recréer une atmosphère, Elon Musk, lui, froidement, si je puis dire, envisage de faire exploser des bombes atomiques au pôle pour vaporiser le CO2 et la glace qui se trouve aux deux pôles de Mars. Et donc ça, c'est quand même brutal comme traitement. D'autre part, dans l'immédiat, le voyage est un voyage à risque, hein, puisqu'il faut au moins 8 mois pour aller sur Mars, Ouais. avec la vitesse actuelle de nos vaisseaux, que pendant ces 8 mois, les voyageurs ne seront plus protégés par la magnétosphère terrestre qui nous protège de la radioactivité du Soleil et des rayons cosmiques. Et sur Mars, à la surface, c'est totalement invivable. Donc, pour l'instant, ensuite se pose une question d'éthique. Hein. Pourquoi aller sur Mars? Si c'est parce que l'humanité n'aura pas été capable de gérer la Terre au mieux et à terme rendra la Terre inhabitable, est-ce que la solution est vraiment de se réfugier sur Mars? C'est une grande question. Alors, on se heurte là à deux approches différentes qui sont liées un peu à nos cultures différentes. Les Européens dont je suis, sont beaucoup pour l'exploration. On sera peut-être obligé d'envoyer des hommes pour être absolument certain de la présence de vie, même fossile, sur Mars. Et parce que le robot fait beaucoup de choses que peuvent faire des humains, à la place des humains, il n'a pas ce que les Allemands appellent le Fingerspitzengefühl. C'est le doigté, le doigté et l'improvisation également. Donc, on sera peut-être obligé d'envoyer des hommes pour être absolument certain de la présence de vie fossile sur Mars. Mais une fois qu'on saura, on revient et on laisse Mars tranquille. Oui, Pour enfin, les Américains, vous développez à un moment les problèmes de l'apesanteur sur le corps humain, parce qu'il y a peut-être 8 mois pour y aller, mais il faut rester 8 mois sur place pour faire les études, et il y a 8 mois pour revenir. oui, C'est très, très, très long, très loin. oui, c'est très long et puis pas de secours possible. Hein. Donc, pour aller sur la Lune, il faut 3 jours. Donc, Oui, quand on oublie la baguette de pain, c'est pas très grave. Pour aller sur Mars, ça fait 2 ans. Le voyage couvre 2 ans avec d'énormes risques, hein, donc, qui sont liés à la pesanteur, qui sont liés également à différents facteurs, et surtout le stress et le confinement. Là, sur la photo, on ne voit pas la Terre, mais une des sondes martiennes a réussi à prendre une photo de la Terre et c'est une toute petite tête d'épingle brillante dans le ciel. Donc les astronautes ne verront plus la Terre et ne plus voir la Terre du tout, ça sera une contrainte psychologique qui sera certainement difficile à gérer. alors, en effet, vous parlez de la terraformation, André Dwack, justement, dans ce chapitre-là, avec la problématique scientifique mais éthique.
Et une question d'un internaute qui vient d'arriver sur notre écran pose le problème du territoire et de l'humanité. C'est-à-dire, en 1967, je l'ignorais complètement, il y a eu un traité de Oui. l'espace Oui, qui donne, je vais lire le passage dans votre livre parce que c'est très intéressant. L'article 2, non, l'article 1, l'exploration et l'utilisation de l'espace, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent être faites dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de rentabilité économique et développement scientifique. Et article 2, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peuvent être explorés et utilisés par tous les États sans discrimination, dans des conditions égalitaires et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes étant librement accessibles. 1967. oui. Est-ce qu'on en est toujours là? Oui, 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 oui. Les articles sont un peu contradictoires parce que le premier article, c'est plutôt res communis, donc comme un peu l'Antarctique, propriété de l'humanité. Et le deuxième, c'est plutôt res nullis, il n'appartient à personne et tout le monde peut y aller pour faire ce qu'il veut. Donc, pour l'instant, Mars n'est pas vraiment protégé. Et bon, pour l'instant, c'est pas un problème, mais c'est pas en plantant un drapeau quelconque que on prendra la propriété. Mais je pense que si les voyages se précisent, je pense qu'il va falloir durcir un petit peu le statut juridique de Mars et le rendre propriété de l'humanité, hein, patrimoine de l'humanité. Parlez-nous, André Bach, de toutes ces missions, parce qu'elles sont très nombreuses et les sont depuis à peu près plus de 40 ans. Mission américaine, mission russe, des rovers, des robots, beaucoup d'échecs, la recherche qui continue. Et là, il va y avoir des robots qui vont partir là pendant l'été. L'étrange atterrisseur que Beagle 2, je crois, Oui. dont vous étiez chargé d'analyser et d'exploiter les résultats. Pourquoi cette course effrénée pendant 40 ans? Mais toujours pour ce besoin impérieux de savoir si la vie est possible sur une autre planète que sur la Terre. Hein. C'est ce besoin de comprendre, de connaître, de savoir, c'est se satisfaire cette curiosité qui est ancrée, chevillée au corps des humains, qui a permis à l'humanité de construire une technologie, de construire une culture. Et donc, c'est ce besoin impérieux de savoir qui anime. Et c'est difficile parce que aller sur Mars, c'est une opération. Les Américains ont eu beaucoup de succès. Ils ont eu 2 échecs retentissants. Un, parce que le déploiement des pieds a été interprété par l'atterrisseur comme un atterrissage, donc beaucoup trop tôt, et elle s'est écrasée. Et l'autre échec, c'est c'est deux industriels qui étaient chargés de l'opération et qui n'utilisaient pas les mêmes unités. Certains utilisaient encore les inches et les autres le système métrique. Et donc, le drame a été que l'atterrisseur s'est écrasé. Les Européens n'ont pas fait mieux, hein, puisque Beagle 2 s'est écrasé le jour de Noël 2003, et que Schiaparelli, qui est la première phase de l'ExoMars, donc la mission européenne qui va se faire en 2 temps. Le premier temps a eu lieu en 2016 avec l'envoi d'un atterrisseur dit de démonstration qui s'est écrasé. Bon. Et puis en 2022, nous envoyons la deuxième partie. Donc là, on croise les doigts pour que tout se passe bien et que cet atterrisseur puisse se poser avec une foreuse qui va être capable de forer sur 2 mètres de profondeur pour aller passer la croûte de Mars qui est oxydée et rechercher des traces de cette fameuse chimie du carbone que nous recherchons avec tant d'acharnement. Tout le monde sait aussi le poids économique de cette recherche, notamment aux États-Unis, avec le nombre d'emplois que cela génère.
c'est passionnant parce que à la fois vous nous dites on ne pourra jamais habiter Mars et à la fois on n'est pas si sûr et on espère. Donc c'est pour ça que je parlais de fantasme au début de l'entretien. André Braque, j'aimerais que vous veniez sur les deux autres projections que vous avez prévues. Est-ce qu'on peut nous les faire apparaître? Voilà. Oui, alors, comme vous l'avez dit, Mars est notre cible privilégiée, puisque Mars est relativement proche, il faut que 8 mois pour aller. Notre prochaine étape du voyage mentionné par Olivia va être Europe, une lune de Jupiter. Alors, vous avez compris que les exobiologistes, quand ils recherchent une vie extraterrestre, recherchent des lieux où il y a à la fois de l'eau à l'état liquide et à la fois de la chimie du carbone. Nous ne sommes pas très exigeants, mais il nous faut au moins 2 ingrédients dans la recette de la vie, de l'eau à l'état liquide et la chimie du carbone. Alors, Europe, on sait maintenant qu'Europe, donc la lune de Jupiter, est couverte d'une énorme carapace de glace qui fait peut-être une centaine de kilomètres, mais sous la glace, on sait qu'il y a un océan d'eau liquide, d'eau salée, puisqu'il y a des remontées, des remontées et on a vraiment la preuve de l'existence d'un océan d'eau salée. Maintenant, il ne reste que la chimie du carbone. Là, nous n'avons pas de preuve de la présence de chimie du carbone. Europe n'a pas d'atmosphère, donc Europe ne peut pas hériter de micrométéorites ou de météorites qui pourraient apporter la chimie du carbone, les molécules carbonées, la matière carbonée. Donc, la seule possibilité serait donc qu'il y ait au fond de l'océan d'Europe des geysers sous-marins comme les fumeurs noires terrestres. Et ça, on pense qu'ils existent, ils sont mentionnés sur cette vue d'artiste, mais les prochaines missions qui sont prévues sont destinées à justement confirmer la présence de ces fameux geysers sous-marins dans l'océan d'Europe. Donc, affaire à suivre. C'est une planète extrêmement intéressante, puisque là, nous avons de l'eau, mais pas encore la chimie du carbone. Alors, passons à l'autre projection, Titan. Nous allons un peu plus loin encore et nous allons sur Titan. Titan qui est une lune de Saturne. Oui. Alors là, Titan, bonne nouvelle, nous avons une chimie du carbone extrêmement active dans l'atmosphère de la lune de Saturne, puisque une sonde européenne, Huygens, a traversé l'atmosphère en faisant des mesures. Mais là, pas d'eau liquide. Donc, encore déception, puisqu'il y fait trop froid. L'eau est gelée. Il y a de l'eau, mais sous forme de glace. Il y a bien liquide, mais c'est du méthane liquide et de l'éthane liquide. Donc, qui ne présente pas, aux yeux des chimistes que nous sommes, peut-être aux yeux des pétroliers, certes, mais pas à nos yeux, un intérêt chimique, puisque le méthane et l'éthane n'ont pas les propriétés très spécifique de l'eau H2O. Très bien. Et la dernière projection que vous avez choisie? Alors, sur les exoplanètes habitables. Hein. Absolument. 55, c'est quand même pas mal. On n'est pas obligé d'aller sur Mars, on peut aller chercher ailleurs. Oui, mais ailleurs, c'est quand même la planète habitable la plus proche de la Terre, est quand même à 4 années-lumière, donc à 40 000 milliards de kilomètres. Donc, et là, si... Oui, Mars n'est qu'à 55 millions de kilomètres. Hein. 150, oui. Enfin, ça varie. 55. Autour de 150 millions. Oui. Les trajectoires ne sont pas parfaitement synchrones. Oui. Une éventuelle mission mettrait plus de 20 000 ans pour arriver. Donc, il est impensable d'envoyer une mission. Mais par contre, il y a des projets qui pourraient... c'est un projet qui était développé par... malheureusement décédé Stephen Hawking et Mark Zuckerberg, qui voudraient envoyer une petite sonde de la taille d'une carte bancaire équipée d'une petite caméra qui serait poussée par
puissants lasers et ensuite poussés par le vent solaire et qui pourraient prendre une photo de Proxima, donc du Centaure, notre plus proche planète habitable, photo qui pourrait nous parvenir en 2061. Donc ça, c'est raisonnable. Mais d'une manière générale, la bonne nouvelle, au-delà du système solaire, c'est que la chimie du carbone est universelle. Les radioastronomes, comme ceux qui opèrent à Nancelle, à Sologne, ont découvert plus de 100 molécules à base de carbone dans le milieu interstellaire. Donc, il ne reste plus qu'à trouver de l'eau à l'état liquide. Souvenez-vous, notre obsession de l'eau, de la chimie du carbone. Oui, 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 bien sûr. C'est pourquoi vous posez 55 planètes considérées comme habitables. Donc, ça nous donne des espoirs de randonnée à l'infini. Oui. Mais sont-elles habitées? Voilà. C'est ça encore vos années de recherche devant vous. Pour qu'elles soient habitables, il faut qu'elles hébergent de l'eau. Et pour qu'elles hébergent de l'eau, il faut qu'elles aient la bonne taille. Si elles sont trop grosses comme Jupiter et Saturne, elles sont gazeuses et pas l'océan. Si elles sont trop petites, la gravité n'est pas suffisante pour retenir une atmosphère, donc le couvercle, donc l'eau s'évapore. Donc il faut qu'elles soient, grosso modo, de la taille de la Terre ou de super-Terre, 5-6 fois la masse de la Terre. Et donc, on cherche donc des planètes qui soient ni trop grosses, ni trop petites, ni trop loin, ni trop près de l'étoile, parce que si elles sont trop loin, l'eau gèle, si elles sont trop près, l'eau s'évapore, trop chaude, comme c'est le cas de Vénus. Et donc, actuellement, les astronomes ont découvert 4270 exoplanètes, donc extrasolaires, qui sont au-delà du système solaire. Et parmi celles-ci, il y en a une cinquantaine qui pourraient, qui ont la bonne taille et la bonne distance de l'étoile pour permettre la présence d'eau à l'état liquide. Alors ça, c'est le critère que nous utilisons pour les déclarer habitables. Et maintenant, pour savoir si elles sont habitées, ça, c'est une autre question, puisque c'est tellement loin qu'on ne peut pas envoyer de mission. Tout ce qu'on pourra espérer, c'est voir ce que ces planètes contiennent dans leur atmosphère. Donc, parce que s'il y a de l'eau, elles ont forcément une atmosphère pour maintenir l'eau. Et donc, sur Terre, l'oxygène que nous respirons provient de la vie terrestre. Donc, et l'oxygène provient essentiellement de la photosynthèse oxygénique, donc avec libération d'oxygène. Donc, si dans ces atmosphères, il y a à la fois du CO2, de l'oxygène et de la vapeur d'eau, on pourra affirmer on pourra penser que sur cette planète, il y a des systèmes vivants qui pratiquent la photosynthèse oxygénique. Et donc, toute la question est de savoir maintenant comment analyser les molécules qui sont dans cette atmosphère. Alors, il y a deux méthodes possibles. Lorsque vous avez une planète qui orbite autour d'une étoile, elle est chauffée par l'étoile, donc une partie de cet infrarouge est réémis par la planète vers nous, vers le télescope. Et donc, en traversant l'atmosphère, elle va détecter les molécules présentes. Mais la chaleur qui est diffusée est extrêmement faible par rapport à la chaleur de l'étoile. Donc, il faut annuler artificiellement. C'est comme si depuis Paris, vous observez une bougie allumée à côté d'un phare à Marseille et il faut ne regarder que la bougie et pas le phare. Et les astronomes pensent pouvoir éteindre artificiellement la lumière de l'étoile en mettant 5 télescopes dans l'espace et en pratiquant ce qu'on appelle l'interférométrie. Et ça, c'est pas fait, c'est cher. Et comme on n'avait pas suffisamment de planètes dites habitables, aucune agence n'a encore signé le contrat. L'autre méthode consiste simplement à regarder la planète lorsqu'elle passe devant l'étoile. Lorsqu'elle passe devant l'étoile, une petite partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète et donc on peut maintenant voir ce que contient certaines atmosphères planétaires. Et on a trouvé de la vapeur d'eau dans une planète. Mais alors, c'est une super-Terre qui se trouve à 110 années-lumière, donc à 1 million de milliards de kilomètres.
et c'est autour de l'étoile K2 18. Alors le K2, c'est pas le sommet de l'Himalaya, hein, Oui, 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 oui. c'est Je pense une que tout le monde étoile, aura compris ce soir, hein. c'est une naine rouge qui est dans la constellation du Lion et qui est donc qui a une planète qui est huit fois la Terre et dont dans l'atmosphère de cette planète, on a découvert, les astronomes ont découvert de la vapeur d'eau. Donc ça avance bien. Je pense que dans notre hypothèse de travail, c'est que on aura dans un avenir pas trop lointain une, un indice qui permet de penser que la vie n'est pas uniquement restreinte à la Terre. Alors, André Braque, ça sera ma dernière question avant qu'on parle des questions qu'ont laissées les internautes. Euh, vous parlez de votre joie d'apprendre et votre plaisir de comprendre ça dans tout votre livre. Moi, je parlais tout à l'heure de mon plaisir de vous avoir lu. Quelle a été, depuis un an, on va dire, la découverte qui vous a fait, qui vous a le plus surpris ou au contraire qui vous a rendu le plus heureux? Actuellement, c'est la description pratiquement quotidienne de nouvelles exoplanètes, de plus en plus d'exoplanètes habitables. Donc, c'est vraiment de là que vient le plus grand plaisir du chercheur, puisque la possibilité de sites habitables augmente considérablement. Donc, on commence à pouvoir faire des statistiques et, je répète, la chimie est reproductible si on trouve des endroits dans l'univers où il y a à la fois de l'eau à l'état liquide, des océans et de la chimie du carbone, la possibilité de faire apparaître la vie augmente, et ceci, bien entendu, si on augmente le nombre de sites possibles. Très bien. Je vous remercie. Je me fais plaisir, je fais un peu de publicité. Je montre le livre, j'espère qu'on le voit très bien à l'écran. Mars, notre passé et notre avenir, aux éditions Humaine Science. Là, vous voyez ça sur l'invitation. Alors peut-être on pourrait laisser le temps maintenant aux questions qui ont été posées. Alors, merci à tous les deux. Merci beaucoup André Braque et Antoine Boussin. C'était un très bel échange effectivement sur cette planète et toutes les questions qui l'entourent. On a eu quelques questions qui ont été posées. Donc, je vais me faire le porte-parole des participants. Alors, la porte-parole. La première question était pourquoi viser une installation sur Mars alors qu'il serait envisageable et plus facile de retourner sur la Lune? Parce que la Lune, pour nous chimistes, la Lune est morte. N'a jamais eu suffisamment de masse pour garder une atmosphère, donc la possibilité d'avoir un effet de serre, une température permettant la présence d'eau. Donc il y a un peu de glace, il y a certainement de la glace, mais dans des cratères qui sont jamais exposés au soleil, mais ce n'est pas un lieu que nous considérons comme habitable. Donc, alors que Mars, c'est vraiment le lieu le plus proche considéré comme habitable. C'est la raison pour laquelle nous concentrons tous nos efforts sur Mars pour la recherche de vie extraterrestre. Mais ceci ne veut pas dire que la Lune est intéressante. On a compris une partie de l'histoire de la Terre puisque la Lune s'est formée par un énorme impact. La Terre a été frappée par une petite planète de la taille de Mars lorsque la Terre avait 60 millions d'années, environ 60 millions, 100 millions d'années. Et donc, on a beaucoup appris avec les échantillons lunaires, mais pour un exobiologiste, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un site de recherche. Voilà. D'accord.
Très bien. Je me permets juste de glisser une petite question personnelle au niveau Oui, des ressources sur Mars. Est-ce qu'on sait à peu près de quoi est fait la planète ou est-ce qu'on espère trouver des ressources de nouveaux matériaux, de ressources un petit peu insoupçonnées qui pourraient encore être étudiées? non, là, on connaît les différentes missions qui ont été évoquées par Antoine ont montré que on connaît bien la surface de Mars, les roches sont oxydées, il y a pas de minerai magique, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent en surface exploitable, il y a pas de constituants, d'ingrédients qui permettraient de faire une exploitation. Euh, pour l'instant, il n'y a aucun enjeu économique en dehors du prestige du premier homme sur Mars et de l'installation un peu comment dire, euh, qui relève du rêve d'Elon Musk d'établir une ville sur Mars. D'accord. Vous avez parlé de prestige et ça nous amène un petit peu à notre prochaine question qui a été posée par un participant. C'était effectivement la présence de la Chine, notamment sur Oui, la Lune, on y revient un Oui, peu. Et quelle est la législation, dans quel cadre les nations peuvent se permettre et ne pas se permettre des actions dans l'espace, sur la Lune et potentiellement sur Mars? mais c'est évoqué par Antoine, le traité du COSPAR confère à la Lune, comme à l'Antarctique, c'est à peu près les mêmes, de régime patrimoine de l'humanité. Donc, personne n'a le droit de s'approprier ou de vendre, parce que l'idée est aussi il y a des gens qui sont, enfin des promoteurs peu scrupuleux commençaient à vendre des terrains sur la Lune. Donc, Mhm. c'est- oui, donc il faut se méfier. Si on vous propose un jour d'acheter un lopin de terre sur la Lune, méfiez-vous. Donc, ne On versez pas propose d'argent. déjà d'acheter des étoiles, donc Oui, je ne sais pas, je me absolument. pose la question. et André Bon, Braque, est-ce qu'on avait une idée du prix proposé par ce non, promoteur? je ne me souviens pas. Ah bon, Mais donc, tout le monde, enfin tous les scientifiques sont d'accord pour durcir un petit peu le statut juridique de la Lune, de l'Antarctique et de Mars pour le rendre patrimoine de l'humanité, donc inaliénable et pour que ça reste un champ d'exploration sans aucune propriété possible de qui que ce soit. D'accord. Très bien. Il y avait une dernière question du coup qui avait été posée. Donc, il y a 3 missions qui doivent être lancées prochainement sur Mars, dont une chinoise, on y revient. Oui, Et donc la question était, est-ce que la confrontation États-Unis-Chine se joue dans l'espace comme autrefois en fait entre l'ancienne, enfin l'URSS et les États-Unis? Est-ce qu'on est sur un même schéma ou est-ce que plutôt il y a une coopération qui va s'installer à un moment? Qu'est-ce que vous en pensez? non, je pense il y a pas, actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas de coopération entre les Chinois et les Américains. Les Américains ont eu une bonne expérience, ils ont eu beaucoup de succès, ils ont une grande expérience. Aller poser Curiosity qui fait 899 kilos à la surface de Mars, c'est vraiment un exploit formidable. Et donc, je souhaite que les Chinois réussissent. C'est envoyer le taux de réussite des missions martiennes de l'ordre de un tiers, hein, autour de 33%. Donc, il y a plus d'échecs que de succès vers Mars. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de coopération. Avec les Européens, je n'ai pas eu l'occasion de dire tout le bien que je pensais de l'Agence spatiale européenne. Donc, notre agence, hein, nous, Européens, on fait des choses, on fait des très belles choses. Sur Mars, on n'a pas été très heureux, puisqu'on a, pour l'instant, on a écrasé 2 atterrisseurs. Donc, mais par contre, on a fait de très belles choses, en particulier en posant Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Et donc, on peut être fier de notre agence spatiale européenne. Avec les Américains, c'est un peu difficile toujours parce qu'il y a toujours après le retour médiatique du succès. Et donc,
il faut trouver des partenaires qui acceptent de partager en partenariat tous les C'est potentiels le mot toujours qui pose problème, en Voilà, partenariat. voilà. Ouais, en partenariat, voilà. Un véritable partenariat. Ils ont tendance à solliciter ce dont ils ont besoin et ce qu'ils n'ont pas. Il y a des instruments français qui sont sur curiosité. Les Français sont sollicités pour certains instruments que les Américains ne maîtrisent pas, mais en général, ça s'arrête là. Donc, la mission 2020 devait être déjà une mission en collaboration. Par contre, on a quand même, au niveau des agences, il y a souvent quand même au moins une bonne discussion, une bonne entente. Voilà. D'accord, mais c'est intéressant en tout cas de le souligner parce que je sais qu'en tant que néophyte, je ne savais pas que nous avions participé à Curiosity en tant que Français et plus largement Européens. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien, un petit cocorico quand c'est Oui, tout à vraiment fait. mérité. D'autant plus qu'on sait que les ingénieurs français sont très performants, mais qu'on n'a pas forcément la publicité qu'on mérite à ce sujet. À propos, ce que je peux ajouter à propos d'éthique, hein, donc la question se posait aussi pour savoir quelle était la propriété du premier, si jamais on arrive à capter le premier signal extraterrestre intelligent. Donc, puisqu'on écoute encore s'il y a des civilisations, puisque le système solaire s'est formé bien après le Big Bang, hein, puisque le Big Bang s'est formé il y a 13 milliards 819 millions, que nous sommes, le système solaire est apparu il y a 4,5 milliards, donc on a largement le temps de faire des terres avant, de faire des civilisations qui découvrent une technologie plus avancée que la nôtre, qui envoie des signaux qu'on pourrait capter. Et la règle, c'est que le premier signal fera partie de la propriété du patrimoine mondial. Donc, il n'appartiendra à personne, à l'humanité. Voilà, ça sera un message pour l'humanité. D'accord, ça a déjà été prévu, c'est déjà dans les Oui, textes. oui, on prépare le message avant de le recevoir. D'accord, De façon que d'accord. personne ne brandisse un drapeau, c'est mon message, etc. D'accord, mais écoutez, c'est une bonne chose en tout cas. Oui. Bon, eh bien écoutez, à moins qu'Antoine ait quelque chose à rajouter, je pense qu'on arrive à la fin de cet Non, entretien. non, tout va bien. J'ai trouvé que les trois questions proposées là éclairaient bien le propos d'André et l'entretien qu'on a mené. Pourquoi quel était l'intérêt littéraire? Enfin, c'est pas comme ça que je devrais poser ma question, mais il y a 15 pages de glossaire à la fin. À qui vous avez destiné ce glossaire? Parce qu'il y a des mots que tout le monde connaît, évidemment, et puis il y a aussi cette destination de mots très spécialistes. C'est dans un but pédagogique, André Braque. Absolument. Donc, l'idée, quand même, c'est enfin, sous la houlette d'Olivia, j'ai essayé de faire un texte qui soit abordable. De toute façon, c'est le b.a.-ba du vulgarisateur et qui prend plaisir à vulgariser et qui essaye de transmettre ce plaisir de comprendre. Donc, si le lecteur comprend, il éprouve un grand plaisir et c'est aussi le plaisir du rédacteur que de partager ce plaisir. Et Alors, plaisir tout à fait. le rédacteur en bon disciple ah, ça y est, trou de mémoire, qui écrivait que les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour moi. Et ça, c'est un philosophe romain du début du... Ça y est, c'est le trou de mémoire. Ça arrive, ça nous arrive tous. Ouais. Je vais simplement vous amuser un peu sur les entrées de ce glossaire à la lettre V. Parce que je comprenais presque tout. Oui. Alors j'étais très fier. Vent solaire, verre basaltique, vésicule, vitesse de libération et voile solaire. Voilà le plaisir de lire un livre où on apprend des choses à la fin du livre et on est à la fois heureux de lire un ouvrage de vulgarisation qui est un joli mot. Donc vraiment, André Braque, merci beaucoup pour avoir accepté cet entretien et j'ai beaucoup de plaisir à le mener.
Eh bien, Merci beaucoup. J'ai pris grand plaisir aussi à partager les 2 ou 3 choses que j'ai eu le bonheur d'apprendre. Comme écrivait Christian Deluve à la fin d'un de ses livres, j'ai connu le plaisir d'apprendre, le plaisir presque jubilatoire de comprendre et quelques rares éclairs de découverte. Bon, c'est vrai que pour les chercheurs en général, les éclairs de découverte sont plutôt rares, mais le plaisir de partager est constant et c'est un vrai plaisir. Merci à vous. eh bien, plaisir partagé en tout cas. Merci à tous les deux. Moi, je retiendrai en tout cas les mots d'André Braque que la chimie, c'est comme une bonne recette de cuisine. Normalement, nous avions l'habitude à la fin de ces rencontres Jeudi Science de prendre un petit verre autour d'un buffet, mais là, ce n'est pas possible. Mais le cœur y est. Merci à tous d'avoir été parmi nous. On vous tiendra informé du prochain Jeudi Science qui aura lieu probablement sous cette forme-là et je l'espère à la rentrée en physique également. Voilà, merci à tous les intervenants, à Olivia également et à Olivier Mousson pour ce joli partenariat. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques. Merci Axel, et ne vous inquiétez pas, dès la fin de cet enregistrement, je prendrai un verre à la santé de tous. C'est parfait, on fait tous comme ça. Et puis merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Je vais aller boire. Au revoir. Merci.